Bonjour, alors merci déjà pour l'invitation. Moi, je suis arrivée à la BNDMR en septembre de l'année dernière. Je crois que Claude Messian, qui fait partie de l'équipe, était venu vous parler l'année dernière. Donc c'est un sujet que vous connaissez bien, j'imagine. Comme j'ai 15 minutes, je vais aller vite. Donc n'hésitez pas après à rebondir en posant des questions si vous avez envie. Donc je vais rappeler rapidement le projet BNDMR et donc ce que ça implique. La partie pratique du déploiement de Bambara, où est-ce qu'on en est et comment ça va se passer en pratique pour vous. Et puis les enjeux et les perspectives, parce que c'est vraiment pour la BNDMR, pour l'entrepôt BNDMR qu'on fait tout ça. Donc le projet, ouais. Donc le projet a vraiment deux facettes. La première qui est Bamara, donc pour base maladie rare, qui est la partie dossier patient maladie rare, mini dossier patient maladie rare, qui est donc dans le cadre du soin, où on identifie les patients atteints de maladie rare, on identifie leur pathologie dans le système d'information hospitalier. La deuxième facette, qui est l'entrepôt BNDMR, donc la Banque nationale de données maladies rares, là, ça va vraiment être un entrepôt qui va servir pour la recherche et donc qui va servir à être interrogé, faire l'amélioration du pilotage des politiques publiques, avoir des indicateurs pour voir si les plans nationaux maladies rares sur ce qui a été fait fonctionnent. Et ça sera un outil qui sera mis à disposition de l'ensemble des partenaires et donc de l'ensemble des centres maladies rares. Alors ce que n'est pas la BNDMR, il y a peut-être eu des confusions dans le passé, c'est que on n'est pas là, le projet ne comprend pas la mise en place de cohortes ou de registres spécifiques. En revanche, en permettant d'identifier les patients et les personnes atteintes de maladies rares, on estime qu'on va pouvoir faciliter la mise en place de cohortes spécifiques. Donc, le set de données minimum, donc ce sont les données recueillies, c'est un set qui a été validé en 2013 par la DGOS, qui a vocation quand même à évoluer avec le temps. Donc on va essayer de faire un minimum d'évolution, peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 50 items, ça tient sur une page recto verso que vous pouvez voir là. Il y a un certain nombre d'informations qui concernent les données administratives du patient. Et donc ces données-là, quand on sera dans un mode connecté, je vais en parler après, ce seront des données qui n'auront pas à être saisies. Donc on va se retrouver avec finalement un ensemble de 30, 40 données, 30 données vraiment qui concernent la pathologie, le patient en lui-même, donc les premiers signes, le type d'activité qui est fait, par exemple est-ce que c'est une hospitalisation de jour, est-ce que c'est une première prise en charge, et ces informations-là qui seront à collecter au quotidien. Donc le déploiement de Bambara en pratique. Rapidement, ce sont un peu des captures d'écran de l'application. Donc là, c'est la page d'accueil avec le tableau de bord. Vous voyez, vous pouvez créer une nouvelle fiche patient. Vous pouvez rechercher un patient que vous avez, et puis vous avez un tableau de bord rapide des fiches que vous avez saisies. Vous avez accès aux derniers patients créés et puis aux dernières fiches patients mises à jour. Ça, c'est la version en ligne, donc l'application web qui est en ligne. Voilà un petit peu à quoi ressemble la fiche patient. On a ici à gauche les informations administratives, donc le nom, le prénom, éventuellement l'IPP qui est l'identifiant patient, le lieu de naissance, le lieu de résidence, etc. On a un certain nombre d'informations sur la prise en charge, donc c'est quand est-ce qu'il est venu dans le centre, qui le prend en charge, le médecin référent. Et puis un certain nombre d'informations sur sa maladie ou sur ses maladies. Donc le code Orphanet qui est rentré, puis un certain nombre d'informations, descriptions cliniques, des signes typiques. Il y a aussi une possibilité de rajouter des informations sur les descriptions génétiques. Donc ça peut être intéressant pour certaines pathologies où on n'a pas de code Orpha qui est bien identifié. Et qu'on a en revanche une mutation qui a été identifiée. Et puis la partie vraiment courante qui est l'ensemble des activités qui sont saisies ici. Vous voyez, vous rajoutez une activité en disant aujourd'hui c'était un avis d'expertise sur dossier ou alors c'était une hospitalisation de jour. Donc là, c'est un petit peu ce que permet l'outil en termes d'exploitation. Hein. C'est le minimum qu'on peut faire, mais vous allez avoir la liste des patients que vous avez pris en charge. Vous pouvez extraire cette liste, vous aurez les diagnostics. C'est un minimum d'exploitation de données à l'échelle des patients que vous prenez en charge. Et ça, c'est donc un tableau de bord qui concerne plutôt l'ensemble du site maladies rares, qui montre toutes les maladies qui sont prises en charge, le nombre d'activités qui est faite par an, la file active, et puis un peu d'informations sur les diagnostics et puis sur le statut des fiches, s'il manque des informations, si l'ensemble des informations sont bonnes. Donc le déploiement en pratique, il se fait selon 2 modes. Le premier mode qui est le mode autonome, qui est donc vraiment, on ouvre les accès à l'application Bambara. Donc là, il y a une saisie directe des informations dans l'application. Ça a des avantages que vous êtes obligé de ressaisir les données patients, donc les données d'identité et les données médicales. Mais ensuite, une fois que ça a été fait, que la fiche patient a été créée, vraiment la mise à jour de la fiche patient ou la création d'une nouvelle activité est très rapide.
on estime que le mode autonome est un mode transitoire et on pousse et on tend vers le mode connecté, qui est la mise en place de modules maladies rares, donc contenant ces données-là dans le dossier patient informatisé. Et là, on a évidemment toutes les données administratives du patient qui sont automatiquement pré-remplies. Et là, il n'y a vraiment que les données médicales et les données d'activité à saisir. Donc on tend vers ce mode connecté pour éviter la double saisie et pour éviter, et même en termes de qualité de données, on est bien sûr beaucoup plus performant sur le dossier patient. Alors, la reprise d'historique, comme vous avez quelques centres qui utilisent Semara, on a vraiment une reprise à chaque site déployé, une reprise des données de Semara. Donc on reprend dans l'application Bamara. Et pour les bases de données externes, c'est quelque chose qui est fait vraiment au cas par cas. Donc on a mis en place une grille d'éligibilité qui permet de citer un certain nombre de critères réglementaires, scientifiques, techniques, etc. Et ensuite, c'est le comité de pilotage, après avis du comité scientifique, qui décide si oui ou non on reprend cette base de données dans Bamara et puis dans la BNDMR. Donc les données qui sont dans Bamara, que ce soit à travers le module maladie rare ou la reprise d'historique, sont ensuite désidentifiées et envoyées dans l'entrepôt BNDMR, qui permettra, donc, comme je l'ai dit au début, de faire des exploitations, de faire des requêtes, de faire des recherches. Aujourd'hui, on a quand même bien avancé sur le déploiement de Bamara. Autant l'année dernière, on était plutôt sur une phase de pilote. Aujourd'hui, on est vraiment engagé le déploiement industriel, entre guillemets. On a 28 conventions qui ont été signées sur 30 CHU, donc c'est un préalable à la mise à disposition de Bamara, que ce soit en mode autonome ou en mode connecté. Il faut que le CHU signe un certain nombre de choses qui permet à la PHP, puisque nous sommes hébergés à la PHP, de traiter, de mettre à disposition Bamara. Et 6 conventions qui sont signées sur 19 autres établissements. Donc là, le déploiement a déjà commencé sur un certain nombre d'établissements. On va attaquer la semaine prochaine une vague assez importante avec tous les établissements qui sont listés ici. Donc à ce jour, on a à peu près 20% de centres maladies rares qui ont été déployés. Donc ça avance, ça continue. Sachant que là, donc, on est vraiment sur du mode autonome. Pour le mode connecté, désolé. Donc pour le mode connecté, on a déjà certains établissements qui ont mis en place le module maladie rare, notamment à Lyon avec l'application Colemara, et on a déjà 13 000 fiches qui ont été saisies. Les premiers retours qu'on a sur le mode connecté, c'est que c'est vraiment, que ça n'a rien à voir avec Bamara, des professionnels qui saisissaient ou qui avaient essayé de saisir les données dans Semara ou dans Bamara. Pour eux, ça change tout de pouvoir le faire dans le dossier patient informatisé. Ça prend beaucoup moins de temps et puis c'est intégré avec leurs pratiques quotidiennes. On a été en contact avec 5 éditeurs de DPI, donc on a vraiment bon espoir que d'ici la fin de 2018, on aura des modules maladies rares dans les différents établissements, donc Montpellier, Nancy, Dijon, Strasbourg, Rennes, Lille, à la PHP et Saint-Étienne, Grenoble et Reims. Donc le projet avance, les deux modes avancent et les choses sont plutôt avancent dans le bon sens. Donc rapidement et en pratique, pour vous, un déploiement de Bamara, il n'y a vraiment aucune démarche à faire proactive de votre part. Nous, on contacte d'abord les utilisateurs de Semara, donc ceux qui utilisaient Semara, pour corriger un certain nombre de données. Si ces données ne sont pas corrigées, en fait, on ne peut pas les intégrer dans l'application Bamara, donc les données sont perdues. Et ensuite, la filière va contacter les responsables de site pour récupérer la liste des utilisateurs. Nous, elle vous contacte aussi pour vous dire quand vous pouvez vous inscrire et quand la formation est accessible. Et puis nous, derrière, on a un certain nombre de paramétrages à faire. Mais vous vous inscrivez sur Bamara et puis vous commencez à l'utiliser, sachant qu'on a mis en place un certain nombre d'outils à votre disposition. Au-delà de ce que les filières et les formations des filières, on a un certain nombre de guides qui sont disponibles sur le site bamara-bndmr.fr. Et donc on a le guide des variables, le guide utilisateur, les FAQ, les chaînes YouTube. Donc tout ça est disponible pour que vous puissiez prendre en main au mieux les différents outils. Sachant que quand ça sera un module maladie rare dans les DPI, nous, on n'a pas forcément la main là-dessus, donc ce sera plutôt à l'établissement de vous fournir les documentations nécessaires, ou à la filière de vous aider dans cela. Donc rapidement, et pour finir un petit peu sur la partie qui est la plus intéressante, il y a vraiment... donc l'entrepôt BNDMR, pour nous, c'est la finalité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les données dans Bamara, il y a évidemment un intérêt, en tout cas une utilité qui va être faite par la DGOS, puisque à terme, peut-être pas l'année prochaine, parce qu'on n'aura pas fini le déploiement, mais l'année suivante, les données seront directement prises de Bamara pour remplir Pyramig. Donc toute la partie activité sera automatiquement prise de Bamara.
ce sera déjà la première utilité de Bambara pour le ministère et pour vous éviter de ressaisir dans l'outil Pyramide. Mais derrière, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'entrepôt BNDMR. Donc, on est en train de travailler pour l'autorisation, pour avoir l'autorisation de la Constitution. Et l'idée, alors c'est un exemple de ce qui avait été fait avec Semara historiquement, et puis c'est pas grand-chose, mais c'est juste pour montrer un peu ce qu'on va pouvoir faire rien qu'avec les données qui sont aujourd'hui qui constituent le set de données minimum. Par exemple, regarder le temps de distance, le temps de trajet que doit faire un patient pour atteindre son centre de référence. Voilà le genre d'études qu'on va pouvoir faire. Par ailleurs, on va, nous, sur demande du ministère, faire un appariement avec les données du SNDS. Et ça, pour donc, les données du SNDS, SNIRAM et PMSI, et donc l'ensemble des données administratives, médico-économiques qui sont disponibles sur les patients, pour avoir la vision longitudinale du patient dans le système de soins. Donc même si on sait que quand on regarde ce qui se passe dans les centres de référence pour un patient, on n'a vraiment qu'une vue partielle, parce qu'il vient au centre peut-être une fois par an ou une fois tous les 2 ans en fonction de la pathologie qu'il a. Le fait de pouvoir enchaîner ça avec l'ensemble des soins qu'il a eu au cours de sa vie nous permet d'avoir l'historique et de faire des recherches un peu plus intéressantes. Et donc, au niveau du planning, sur l'entrepôt BNDMR, on a vraiment commencé le cadrage depuis l'automne dernier. On a bien avancé, on travaille avec le comité scientifique, on regarde un petit peu, ce qu'on cherche à savoir, c'est quelles sont les données qui sont concernées, est-ce qu'on fait justement cet appariement avec le SNDS, quelles sont les barrières réglementaires, qui va pouvoir accéder à ces données-là, quelle est la propriété intellectuelle, la valorisation, enfin un certain nombre de questions qui permettent de cadrer le projet. Sachant que vraiment pour nous derrière, c'est pas de garder ces données-là pour la BNDMR, mais c'est de les mettre à disposition de l'ensemble de la communauté scientifique et des centres de référence maladies rares pour que vous puissiez vous l'exploiter comme vous le souhaitez. Donc le cadrage opérationnel se poursuit aujourd'hui. On est en train de faire la démarche CNIL, les spécifications fonctionnelles techniques de l'entrepôt, et on espère donc que la mise en œuvre se fasse en 2019, donc plutôt deuxième semestre 2019. Évidemment, on communiquera quand tout sera figé sur les modalités de fonctionnement, sur comment ça va fonctionner et comment vous pourrez y accéder. J'ai fait très rapidement. Je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, je suis à votre écoute. J'ai 2 questions qui n'ont pas trop de rapport l'une avec l'autre. La première, c'est donc vous avez dit que certains registres qui pour l'instant n'existent que sous des formats Excel, dans des centres de référence, pourront éventuellement, sous réserve que le comité scientifique l'accorde, être migrés sur Bambara. Mais on imagine, et je vois à peu près ce que je veux dire, il y a une partie des données qui vont être compatibles avec les données de Bambara, puis il y a une partie des données additionnelles qui sont dans les registres qui ne seront pas dans Bambara. Comment vous allez gérer cette affaire-là pour que nous on retrouve nos billes et qu'on puisse gérer l'ensemble de ces données? Est-ce que ça, c'est une question qui a été résolue ou pas? Donc, ça a été résolu, puisque historiquement, il y avait un flou sur ce qu'allait permettre Bambara, est-ce qu'elle allait permettre justement ces recueils complémentaires avec l'ensemble des données. Nous, ça a été très clair. Le ministère nous a dit non, Bambara se concentre sur le set de données minimum. Donc, quand on reprend une base de données, ce qu'on reprend, c'est les données qui concernent le set de données minimum. Et ensuite, moi, comment je vois les choses, c'est plutôt quand on fera la partie BNDMR à terme, ce sera là où il faudra qu'on arrive à recueillir l'ensemble des données qui ont été saisies, qui ont été insérées dans les registres, etc. Mais dans la première phase et à court terme, voire à moyen terme, nous, on reprend que les données du set de données minimum dans Bambara qui vont ensuite dans la BNDMR. En fait, vous ne retrouverez pas dans Bambara les données on se servira toujours du registre de chaque centre pour faire nos recherches si vous voulez faire. Voilà. La deuxième question, c'est quelle est la connexion avec les réseaux européens? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à ce niveau-là? Ernica et autres réseaux qui nous intéressent. Non, ça c'est un vrai sujet et c'est vrai on essaye de travailler dessus. On a un petit peu de mal. Donc la première étape, ça va être d'aller voir le board des ERN et déjà parler du projet. Donc ça c'est prévu pour la rentrée en septembre-octobre. Le board a lieu en octobre ou en novembre. Et derrière, on essaye, nous, de se mettre au maximum en lien avec les ERN, mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Et d'ailleurs, il y a des financements qui sont proposés à l'échelle européenne, au niveau des filières européennes, pour faire des registres à part, et aucun lien qui se fait avec les initiatives nationales. Donc c'est pas facile, mais on a vraiment ça comme priorité, de pouvoir s'articuler avec les initiatives à l'échelle européenne. Quand on voit l'usine à gaz des ERN et d'Ernica, et le Moyen-Âge où on est, où ils sont, on est dedans quelques-uns. Je pense qu'on a le temps de faire le Bambara français avant qu'il sorte la tête de l'eau. Enfin, vous pouvez le mettre ça en priorité, mais je ne sais pas si c'est partagé avec les quelques camarades qui fréquentent
Bien sûr. Non, mais je ne dis pas que c'est pas utile. Je dis que dans l'état d'avancement et de structuration des ERN qui ont finalement eu peu d'argent, et l'argent il est juste utilisé pour fonctionner, pour faire un chef de projet, 3-4 réunions, une réunion par an. Je vois pas les choses décoller au plafond et donc et je vois pas ce truc, l'épidémiologie, les bases de données. Moi j'étais arrivé tout naïf en disant on a un magnifique registre de la trésie de l'œsophage, alors on vous le fait, puis on le fait en Allemagne, en Hollande, et ben ouf. Enfin, pourtant je suis un optimiste, hein, mais donc voilà, donc faut pas perdre ça de vue, mais je suis pas sûr qu'il faut attendre les ERN pour faire quelque chose. Bonjour Thomas Gelas, moi je suis de Lyon. Deux petites questions, c'est les doublons dans Bamara, puisque on a beaucoup de fiches à remplir tout au long de l'année et certains patients sont suivis en gastro à un endroit, à un autre ou dans un autre centre. Est-ce que facilement on arrive à savoir si la fiche a déjà été remplie? Et puis deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il en est des centres qui ne sont pas CHU? Parce que certaines pathologies sont suivies uniquement dans des centres non CHU. Je pense par exemple aux MICI, qui sont souvent gérés uniquement par le centre régional, ou local, on va dire. Est-ce que ça va être développé aussi sur ces centres? Oui, donc alors je vais répondre à la deuxième question en premier. Donc Bamara concerne vraiment tous les centres de référence et de compétences maladies rares. Donc on a commencé par les CHU parce que c'est là où il y avait la concentration la plus importante de centres. Mais comme on l'a mis ici, il y a déjà 6 établissements hors CHU qui ont signé la convention. On a fait une vague de 19 autres établissements. Donc là, on ne relance pas parce qu'on a pas mal de boulot déjà avec les CHU qui ont signé. Mais bien sûr, à terme, tout le monde sera concerné. On a priorisé pour les premiers, les plus gros et là où il y avait des centres de référence. Mais à terme, les centres de compétences seront aussi concernés par le déploiement. Sur la première question, donc Bamara et les doublons. Donc, en effet, un patient peut être vu dans un centre et puis dans un autre, et dans des CHU différents, dans des CH différents. Vous n'avez pas la possibilité d'accéder à la fiche qui a été créée dans l'autre centre. Ça, c'est des raisons... je pense que c'est même pas des raisons CNIL, réglementaires, parce on pourrait passer outre, on pourrait demander à ce qu'il y ait une brise qui se glace, mais aujourd'hui c'est pas prévu comme ça, on a prévu à l'échelle d'un établissement. Donc quand dans un établissement, peut-être un autre centre de référence d'une autre filière a vu un patient, a vu le patient, que vous le voyez, vous rentrez son nom, il vous dit attention, est-ce que c'est bien ce patient-là, est-ce que vous voulez compléter cette fiche-là? On ne l'a pas fait à l'échelle nationale, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on fasse, mais de toute façon, comme à terme, on va passer sur les DPI. Un DPI, lui, il est vraiment à l'échelle locale. Donc cette dimension nationale, on ne l'aura pas dans la partie Bamara. Nous, ce qu'on fait en revanche, c'est que quand on aura le NIR, qui sera l'INS, on sera assez clair sur la partie identito-vigilance. Avec un NIR, on pourra réconcilier l'identité de 2 patients qui ont été vus sur des sites différents. Donc la réconciliation, on l'a faite dans l'entrepôt BNDMR. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un identifiant maladie rare sur la base d'un certain nombre de critères, les critères identifiants, nom, prénom, sexe, date de naissance, etc. Et à partir de ces critères-là, on fait la réconciliation d'identité au niveau entrepôt national. Ça, évidemment, c'est limite parce qu'il suffit qu'on ait noté le prénom un tout petit peu différemment pour qu'on se retrouve avec des identités divergentes. Ouais. Oui, je vais juste donner un petit témoignage sur le système connecté, parce que nous on y est depuis pas très longtemps, depuis 1 mois et demi à peu près. Donc à Lyon, on a la chance que la DSI avec Philippe Castet se soit lancé et pris ce projet en main. Ça prend 1 minute 30 par fiche pour nous, parce qu'il y a toute une partie qui est exportée automatiquement, et c'est cette fiche-là qui ensuite est envoyée, c'est pas nous qui nous en occupons, à la BNDMR par le service informatique. Et donc je ne savais pas qu'il y en avait déjà 13 000, ça a été ouvert il n'y a pas très longtemps en fait, je crois que c'est décembre. Si je dis pas de bêtises, ou il y a 1 an peut-être pour les premiers... Peut-être janvier, non, ils ont commencé à travailler depuis septembre-octobre, et ils l'ont ouvert, je me semble, en janvier. Depuis janvier de cette année, c'est ça? C'est ça. Oui, d'accord. Donc ça marche très bien. Ah bah voilà, c'était les retours qu'on avait eus, c'est bien que ça se confirme. Ouais. Oui, bonjour, question d'un parent. J'ai vu des listes de syndromes, etc. Qu'est-ce que vous faites des enfants qui ont des syndromes qui n'ont pas de nom et qui émargent dans toutes les spécialités? Oui. Donc ça, c'est la question de la codification de la maladie, et c'est un vrai sujet. Quand ils n'ont pas de code Orphanet, ils peuvent éventuellement avoir... vous avez peut-être identifié une mutation sur un des gènes, ce qui permet... donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment, quand on n'a pas de code Orpha, de remplir les signes phénotypiques, éventuellement des codes HPO, des codes SIM10, et de compléter ça par le gène qui a été identifié s'il a été identifié.
Et ça permet un petit peu de pallier à ce manque de codification Orphanet. En tout cas, on considère à partir du moment où il y a un signe phénotypique et où il y a une anomalie chromosomique qui a été notée qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Mais après, ça va être le travail avec Orphanet, éventuellement avec la modification de la nomenclature et puis l'enrichissement de cette nomenclature. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après ça, moi je suis pas épidémiologue. Je pense que quand même on peut en faire quelque chose. En tout cas, il y a certaines filières qui sont particulièrement concernées par ça. Par exemple, la filière Andira, où moi, ce qu'ils me disent tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de code Orpha pour leur pathologie. Et ce qu'ils veulent eux, même pour l'évaluation ensuite et pour les études épidémiologiques, c'est avoir ce système-là. C'est comme ça qu'on l'a mis en place. Donc ça, j'imagine, c'est que ça doit avoir quand même une utilité et que s'en servent d'une certaine manière. On a le temps pour une dernière question éventuelle et puis il faut après qu'on avance dans le programme. Oui. Bonjour, Anne-Sophie Ribaren, Fondation Maladies Rares. J'ai une question sur la finalité recherche pour l'entrepôt BNDMR. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on pourra faire une requête en tant que chercheur académique pour mener des études épidémiologiques Oui, tout à fait. nationales et chaînées avec l'Europe Alors après, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Nous, on rassemble ces données-là et après, l'objectif, c'est qu'on les mette à disposition. Donc, on ne fera pas ce qu'on n'a pas le droit, ce que j'aurais voulu qu'on puisse faire, mais on n'a pas le droit, c'est de faire cet appariement, on va faire un entrepôt apparié avec les données du SNDS pour pouvoir mettre à disposition tout ça à l'ensemble de la communauté. Mais ça, c'est pas possible. La CNIL... il y a toute une démarche. Il y a donc ça sera étude par étude, peut-être que la réglementation va évoluer, mais en tout cas, nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition les données du set de Bamara pour les chercheurs, pour les centres. Qu'après, vous aurez peut-être une autorisation CNIL à faire pour l'apparier avec des données européennes, mais ce sera faisable. Et juste 30 secondes. Et est-ce que vous avez déjà des connexions avec RD Connect au niveau européen? On connaît le projet, on n'a pas encore vraiment travaillé avec eux, mais on a déjà établi le contact. Donc l'entrepôt BNDMR pourrait être référencé dans ce hub. Il faudra qu'on soit... Bon, il est pas construit encore, mais... Oui, c'est ça, oui. Merci. Alain, très très court, parce que... parce qu'on en parle quand même assez régulièrement, c'est la propriété intellectuelle. Et on vient de parler d'utilisation académique. Donc celui qui remplit la base de données peut revendiquer d'avoir une propriété intellectuelle sur les données qu'il remplit. Alors la question de la propriété intellectuelle est une question très importante. D'ailleurs, c'est un point qu'on cadre, nous, avec le comité scientifique, parce qu'une fois qu'on aura ces données dans l'entrepôt BNDMR, qui a la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on veut faire une étude sur le sujet? Il me semble que c'est assez clair aujourd'hui que la propriété intellectuelle des données qui sont saisies dans les DPI et ce genre de choses n'appartient pas aux médecins, n'appartient pas au CHU, mais appartient aux patients toujours. Donc, en tout cas, la question de la propriété de la donnée, elle est relativement cadrée. Mais nous, il va falloir qu'on voit avec les centres, avec les partenaires, sur comment est-ce qu'on gère ça. C'est-à-dire qui il faut remercier, qui il faut informer. Et ça, c'est des choses qui sont en cours de cadrage et qui seront partagées avec vous une fois que ce sera, au moins que les choses seront validées par le comité pilotage, comité scientifique. Je vous remercie. Merci.